On a retrouvé Thomas Renard le 14 août 2019, au pied d'une paroi rocheuse à 2800 mètres d'altitude, dans le massif du Mont Blanc. Il était en vie. Mais à peine. Les secouristes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un homme dans cet état survivre. 8 jours seul. 5 jours sans nourriture. 3 doigts de la main droite qu'il ne sentait plus. Et une hypothermie si avancée que le médecin urgentiste a failli l'annoncer mort avant qu'il ouvre les yeux. Ce que personne ne savait encore, c'est ce qui s'était passé dans sa tête pendant ces 8 jours. Ce que Thomas lui-même ne savait pas encore, c'est que ces 8 jours allaient démolir l'homme qu'il avait été pendant 48 ans. Et en reconstruire un autre. Voici son histoire. Qui était Thomas Renard avant la montagne le brise? Pour comprendre ce qui s'est passé en août 2019, il faut d'abord comprendre l'homme qui a posé son sac à dos au départ du sentier ce matin-là. Thomas Renard, 48 ans. Guide de haute montagne depuis 22 ans. Basé à Chamonix. Auteur de 2 livres sur les techniques de randonnée alpine. Formateur auprès de guides plus jeunes. Connu dans tout le milieu pour une chose autant que pour son expertise. Son refus absolu, catégorique, viscéral, de montrer la moindre faiblesse. Ses collègues avaient une expression pour ça. Ils disaient « Thomas, c'est le granit ». Pas comme un compliment. Plutôt comme un constat neutre. Le granit, ça ne plie pas. Ça résiste. Et parfois, ça blesse ceux qui s'y cognent. Il avait grandi à Annecy, fils unique d'un père qui gérait une quincaillerie et d'une mère institutrice. Une enfance ordinaire, ni malheureuse ni particulièrement chaleureuse. Son père était du genre à penser que montrer ses émotions était une perte de temps. Arrête de pleurnicher et répare ce que tu as cassé. Ces petites phrases répétées pendant des années, elles s'installent quelque part dans la colonne vertébrale d'un enfant. Elles deviennent une posture, une façon d'être dans le monde. À 20 ans, Thomas avait commencé à grimper. Pas pour le plaisir, pas vraiment ou du moins, pas seulement. Il grimpait pour prouver quelque chose. À son père, d'abord. Puis à lui-même. Puis à personne en particulier, parce que le besoin de prouver était devenu si profondément ancré qu'il n'avait plus besoin d'objets. Il était autonome. Autoalimente. Il avait décroché son brevet d'État à 26 ans, parmi les meilleurs de sa promotion. Il avait guidé des centaines de clients sur les grandes fasses, l'aiguille du Midi, la mer de glace, les grandes Jorasses. Des clients de tout niveau, de tous âges. Il était doué, incontestablement. Précis, méthodique, patient avec ceux qui avaient besoin de patience. Mais en dehors du cadre professionnel, dans sa vie privée, une autre Thomas opérait. Il avait été marié 7 ans. Isabelle, une médecin généraliste de Sallanches. Ils avaient eu une fille, Camille, aujourd'hui 22 ans. Le divorce avait eu lieu en 2012. La garde partagée s'était transformée en garde quasi exclusive pour Isabelle parce que Thomas était toujours en montagne, toujours en formation, toujours quelque part d'autre. Isabelle avait dit, lors de leur dernière vraie conversation, celle qui avait précédé la signature des papiers, « Tu n'as pas besoin de moi, Thomas. Tu n'as besoin de personne. » Et c'est ça, le problème. Pas ton absence. Ton imperméabilité. Il avait haussé les épaules. Je suis comme je suis. 5 mots. Voilà comment on met fin à 7 ans de mariage. Sa fille Camille lui envoyait des messages de temps en temps. Il répondait brevemente, fonctionnellement. Oui, je vais bien. La saison se passe bien. Comment tu vas toi? Mais sans jamais vraiment s'arrêter sur la réponse qu'elle lui donnait. Comme si les mots des autres glissaient sur lui, comme l'eau sur le granit justement. Ses amis, on peut appeler ça des amis, mettons ses connaissances proches, décrivaient tous la même dynamique. Thomas était là, Thomas participait, Thomas pouvait même être drôle, incisif, brillant dans une conversation sur la montagne ou sur la technique. Mais dès que quelqu'un s'approchait trop près de quelque chose de personnel, dès que la conversation menaçait de devenir vraie, il se refermait. Pas agressivement. Juste, il n'était plus là. Julien Marchand, son collègue guide depuis 15 ans, a dit ceci lors des journaux télévisés qui ont couvert l'affaire après les faits. Thomas, je l'ai vu tomber une fois.
En 2014, sur une progression en glace. Il s'est relevé, il a regardé sa cheville gonflée, et il a dit « On continue ». Il a guidé le reste de la journée avec une entorse sévère. Il n'a même pas mentionné la douleur à personne avant qu'on soit de retour à la voiture. Ce que Thomas n'exprimait jamais à voix haute, mais que tout le monde autour de lui finissait par comprendre, c'était son mépris pas violent, pas brutal, mais réel. Pour ceux qui demandaient de l'aide. Les clients qui paniquaient à mi-parcours. Les collègues qui avouaient leurs limites avant d'avoir vraiment testé ses limites. Les randonneurs équipés de balises de détresse qu'ils regardaient avec une condescendance à peine voilée. Si tu as besoin d'une balise, tu n'as pas ta place ici. Il ne l'aurait jamais dit comme ça. Mais il le pensait. Et plus insidieusement, il le vivait. Jamais de balise personnelle lors de ses randonnées solo. Jamais de plan de route partagé avec quelqu'un. Jamais de point de contrôle. Si je ne reviens pas, la montagne aura eu raison de moi. C'est la règle du jeu. C'était du stoïcisme de façade. De la philosophie de papier. Parce que le vrai stoïcisme accepte la vulnérabilité comme une donnée du réel. Ce que Thomas pratiquait, c'était autre chose. C'était de la peur déguisée en courage. La peur de montrer qu'il pouvait avoir besoin. La peur d'être vu en train de manquer de quelque chose. Il avait 48 ans et il n'avait jamais, pas une seule fois dans sa vie adulte, dit les mots « j'ai besoin d'aide à quelqu'un ». C'était sa fierté la plus secrète. Ça allait devenir, en août 2019, son geôlier. Le soleil n'est pas encore levé quand Thomas charge son sac à dos dans le parking du refuge des Grands Mulets. 22 kilos sur le dos. 3 jours de vivres. Matériel de bivouac. Crampons, piolets, cordes légères qu'il n'utilisera pas seul mais qu'il emporte par principe. Le plan. Le plan dans sa tête, le seul plan qui existe, parce qu'il n'a rien écrit nulle part, n'a rien dit à personne. C'est une traversée en solitaire d'un itinéraire technique qu'il connaît bien. 7 ans auparavant, il avait guidé un groupe là-haut. Il connaît le terrain. Il connaît les risques. Il connaît les fenêtres météo. Ou du moins, il le croit. La météo ce 6 août annonce 3 jours de beau temps, puis une perturbation atlantique. Il a prévu d'être redescendu avant. Largement. Il est Thomas Renard. Il fait toujours ce qu'il planifie. L'air du matin est froid et immobile. Il respire fort. Ses poumons s'emplissent de cet air pur, presque métallique à cette altitude, et quelque chose dans sa poitrine se détend. La montagne, c'est son seul espace de paix. Pas de clients. Pas de téléphone. Pas de conversations qui attendent quelque chose de lui qu'il ne sait pas donner. Juste lui, le granit, la neige, le ciel qui blanchit à l'est. Il monte. La progression est fluide. Thomas avance avec l'économie de mouvement d'un animal à son habitat naturel. Chaque pas calculé, chaque appui sûr. Son corps connaît ce langage. Les muscles de ses cuisses absorbent la pente sans protestation. Ses mains trouvent les prises sans chercher. Il est dans son élément comme très peu d'humains le sont quelque part. À midi, il s'arrête sur un replat rocheux, mange la moitié d'un sandwich et une barre de céréales, boit de l'eau de fonte. Regarde le panorama. Le Mont Blanc au nord-ouest. La vallée de Chamonix en contrebas, minuscule, humaine, bruyante dans son souvenir mais silencieuse d'ici. Il pense vaguement à Camille. Elle a envoyé un message il y a 3 jours. Il n'a pas encore répondu. Je lui répondrai en rentrant. Ils repartent. Le premier soir, il bivouaque à 3100 mètres dans un abri naturel sous une corniche rocheuse. Il mange correctement, boit suffisamment, dort 5 heures. Tout va comme prévu. Thomas Renard est dans son élément. Le 7 août, il repart à l'aube. Le ciel est clair, légèrement voilé à l'ouest. Il remarque le voile. Il le note mentalement. Il décide que ça ne change rien. Là est la première erreur. Pas la seule. Pas la plus grave. Mais la première d'une série de petites décisions qui, bout à bout, vont construire une catastrophe. Dans l'après-midi, en traversant une zone de neige récente non stabilisée, son pied droit s'enfonce jusqu'au genou dans une plaque de neige molle sous croûte. Il se rattrape,
mais l'effort brusque lui tord la cheville droite. Pas une entorse franche. Plutôt une tension, un avertissement. Ça fait mal. Ça tirera demain. Ça ira. Il continue. 2 heures plus tard, il réalise qu'il s'est légèrement dévié de son itinéraire prévu. Le terrain autour de lui est reconnaissable mais pas exactement conforme à la carte mémorisée. Il pourrait sortir la carte. Il ne le fait pas. Il a fait cette zone 7 ans auparavant. Il connaît. Je me corrigerai demain matin en prenant de la hauteur pour repérer. Il bivouaque plus bas que prévu. L'endroit est moins abrité. Le vent se lève dans la nuit, froid et persistant. Il dort mal. Ses réserves d'eau sont plus basses que prévu parce qu'il a sous-estimé sa transpiration dans la chaleur de l'après-midi. Le 8 août au matin, Thomas sort de son bivouac et regarde vers l'ouest. Son estomac se serrait. Le voile d'hier est devenu un mur. Un front nuageux dense, bas, qui monte vite. La perturbation annoncée pour le lendemain soir est en avance. Significativement en avance. Pour la première fois depuis le départ, il sort sa carte. Il repère sa position avec plus de difficulté qu'il ne l'aurait voulu. Il est décalé de presque 2 km vers le nord-est par rapport à l'itinéraire prévu. Ça change les options de descente. Il y a un choix à faire. Option 1, descente directe vers le nord, terrain technique méconnu. Option 2, continuer vers le col prévu, plus long mais plus sûr. Option 3, faire demi-tour. Il n'envisage pas l'option 3. Pas vraiment. Faire demi-tour, c'est admettre une erreur. C'est revenir au parking avec 2 jours d'avance. C'est répondre aux questions de Julien qui l'appellera forcément. Il choisit l'option 2. Continue vers le col. Le ciel se referme. À 14 heures, les premiers flocons tombent. À 16 heures, la visibilité est à 50 mètres. À 18 heures, Thomas est dans un blanc-out complet, incapable de distinguer le sol du ciel, perdu dans une uniformité lactée qui désactive tous les repères. Il s'arrête. Il s'abrite derrière un gros bloc rocheux. Il monte sa tente de fortune, une tente légère de bivouac, pas prévue pour des vents de ce niveau. Le vent la malmène toute la nuit. Thomas ne dort pas. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis des années, il a peur. Il ne se l'avoue pas encore. Mais son corps, lui, le sait. Le 9 août, la tempête ne faiblit pas. Thomas attend. Il mange sa dernière vraie ration, une poche de riz lyophilisé. Il lui reste 2 barres de céréales et des gels énergétiques. Pour un homme de son gabarit, en altitude, par froid, c'est insuffisant pour 2 jours. À midi, une accalmie apparente. Il décide de profiter de cette fenêtre pour progresser. Il range son bivouac, charge son sac, repart. La fenêtre dure 40 minutes. Puis le blanc-out reprend. Thomas progresse à l'estime sur un terrain qu'il ne reconnaît plus. Son GPS, qu'il a mais utilise peu par principe, parce qu'il se fie à son sens de l'orientation, affiche des coordonnées, mais sans carte détaillée du secteur précis où il se trouve, les coordonnées seules ne suffisent pas à tracer un itinéraire sûr. Il dérape. Pas une chute spectaculaire. Juste un appui mal pris sur une roche verglacée sous la neige fraîche. Son pied droit, celui de la tension d'avant-hier, se dérobe. Il part sur le côté. Il tente de se retenir avec son piolet, mais la pente est brève et il percute un bloc rocheux avec l'épaule gauche avant de s'arrêter. Il reste allongé dans la neige pendant 1 minute entière. L'épaule gauche hurle. Pas cassée, il le saurait, mais sévèrement contusionné. Il bouge le bras avec précaution. Ça fonctionne. À grand-peine, avec une douleur qui monte jusqu'au cou, mais ça fonctionne. Il se relève. Son sac a roulé 3 mètres plus bas. En le récupérant, il réalise que sa réserve d'eau principale a fui, la poche s'est déchirée dans la chute. Il lui reste une petite gourde de 500 ml. Il regarde autour de lui. Le blanc partout. Le vent. La neige qui tombe en oblique. D'accord. D'accord. Reflex. Mais pour la première fois depuis le départ, la machine intérieure, celle qui a toujours su quoi faire, tourne à vide. Ce qui suit, Thomas le vivra dans un état de conscience de plus en plus altéré.
La faim s'installe au 5e jour comme une présence physique, un locataire hostile dans son ventre. Pas l'inconfort des régimes ou des jeunes volontaires. Une faim primitive, animale, qui monopolise la pensée. Son cerveau revient en boucle sur des images de nourriture avec une précision hallucinante. Le sandwich d'Isabelle. Il y avait ces sandwichs au jambon beurre qu'elle faisait avant qu'ils partent en expédition, avec du beurre vraiment épais, et elle les enveloppait dans du papier sulfurisé. Camille, enfant, qui mangeait des pâtes avec du fromage fondu, et qui en mettait partout sur sa chaise. Il s'arrête sur cette image. Camille, 6 ans, avec des pâtes dans les cheveux. Elle riait. Il avait ri aussi, ce jour-là. Quand était-ce, exactement? Il n'arrive plus à situer. L'hypothermie commence à travailler en profondeur. Pas le frisson violent des premiers stades, il est passé au-delà. Maintenant c'est une fatigue dense, lourde, douce presque, qui appelle au sommeil. Il sait, professionnellement, que ce sommeil serait le dernier. Il sait qu'il faut rester éveillé. Il force ses jambes à bouger même quand tout en lui veut s'arrêter. Son épaule gauche est devenue une masse douloureuse constante qu'il a appris à ignorer. Son pied droit est enflé dans sa chaussure. Il ne peut plus retirer la chaussure, et c'est peut-être une chance parce qu'au moins le pied reste comprimé et chaud. Il boit de la neige fondue. Pas assez. Jamais assez. Il trouve un abri naturel le 5e jour, une fissure dans une paroi rocheuse, assez large pour qu'il s'y glisse entier. Il s'y installe. Il n'a plus l'énergie de chercher mieux. Son corps a pris la décision pour lui, c'est ici. Pour combien de temps, il ne sait pas. C'est ici que commence le vrai voyage. Thomas est dans sa fissure de roche. Dehors, la tempête siffle. Il est recroquevillé dans son duvet humide, il avait su le protéger, à peu près les genoux ramenés contre la poitrine. Il ne sent plus ses doigts de la main droite depuis plusieurs heures. Il les regarde. Ils sont blancs. Il pense, engelure profonde. Peut-être la 3e. Puis il pense, peut-être je les perds. Et quelque chose dans cette pensée, pas la douleur, pas la peur. Mais le fait de penser je les perds à la 3e personne, comme si c'était quelqu'un d'autre qui perdait ses doigts, quelque chose dans cette dissociation le percute soudainement. Thomas. Regarde ce que tu as fait. C'est la première fois depuis le début de cette aventure que la voix intérieure n'est pas celle du guide expert. Pas celle qui calcule et planifie. C'est une voix différente. Plus vieille. Plus fatiguée. Tu es là parce que tu n'as dit à personne où tu allais. Tu es là parce que tu n'avais pas de balise. Tu es là parce que quand tu aurais dû faire demi-tour, tu as eu honte de le faire. Tu n'as pas honte maintenant? Il essaie de chasser cette voix. C'est sa technique habituelle. La voix intérieure qui questionne, il la coupe. Depuis l'enfance. Son père coupait la sienne. Il avait appris à couper la sienne. Mais ce soir, il n'a plus l'énergie de couper quoi que ce soit. Pourquoi tu n'as pas dit à Julien? Il t'aurait pas jugé. Julien te juge jamais. Thomas ferme les yeux. L'image de Julien apparaît. Julien Marchand, avec sa barbe rousse et son rire de gorge, qui lui avait demandé 2 semaines avant le départ. « Tu pars faire quoi cet été ?» Et Thomas avait répondu « Je prends des vacances. » Pas de détails. Aucun détail. Parce que Julien aurait voulu l'accompagner, ou aurait demandé un plan de route, ou aurait exprimé une préoccupation. Et Thomas ne supportait pas qu'on s'inquiète pour lui. Ça lui donnait l'impression d'être petit. Fragile. Diminu. Et là, t'es petit? Tes fragile? Tes diminue? La voix est sarcastique. Mais pas cruelle. Presque tendre, en fait. Comme si elle en avait fini d'être en colère et était passée à autre chose. Thomas ouvre les yeux. Regarde ses doigts blancs dans la lumière de sa frontale qui s'affaiblit, les piles s'épuisent. Il pense, je vais peut-être mourir ici. Et contrairement à ce qu'il aurait imaginé s'il avait jamais réfléchi à ce moment, il n'y a pas d'héroïsme dans cette pensée. Pas de mourir en montagne, c'est mourir debout. Il n'y a que du chagrin. Un chagrin simple, lourd, comme un caillou dans la poitrine. Camille ne sait pas où je suis. Camille. 22 ans. Il réalise qu'il ne connaît pas son petit ami, elle lui en avait parlé, un étudiant en architecture, Mathieu,
il n'avait pas retenu l'orthographe. Il ne connaît pas ses amis. Il ne sait pas ce qu'elle veut faire après ses études. Il sait qu'elle étudie la biologie marine, mais il ne sait pas pourquoi elle a choisi ça. Il ne lui a jamais demandé. Il ne lui a jamais vraiment demandé. Comment tu vas, toi? Il lui avait écrit ça en mars. Elle avait répondu 4 paragraphes. Il avait répondu « Content pour toi, prends soin de toi ». 4 paragraphes de sa fille. Et lui, 8 mots. Dans la fissure rocheuse à 2800 mètres d'altitude, avec de la neige qui s'accumule à l'entrée et la tempête qui hurle, Thomas Renard, guide de haute montagne, homme invulnérable, homme de granit, commence à pleurer. Pas de sanglots. Il n'a pas l'énergie pour les sanglots. Juste des larmes qui coulent sur son visage durci par le froid, qui laissent des traînées tièdes sur ses joues et qui gèlent à mi-chemin. Il pleure sur Camille. Il pleure sur Isabelle. Il pleure sur toutes les conversations qu'il a coupées avant qu'elles commencent. Il pleure sur son père mort en 2015, et Thomas était arrivé à l'hôpital 2 heures après, et il avait regardé le corps de son père dans le lit blanc et il n'avait pas pleuré. Il était resté debout, les mains dans les poches, et il avait pensé, il est parti comme il a vécu. Et il avait cru que c'était un hommage. Il comprend maintenant que c'était une sentence. Il est parti comme il a vécu. Et moi, je vais partir comment? Dans cette nuit qui n'en finit pas, Thomas parle à voix haute. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, comme pour percer le bruit du vent. Il parle à Camille. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. T'as essayé de m'atteindre et j'ai jamais répondu vraiment. J'entendais tes mots et je les rangeais quelque part où ils prenaient pas de place parce que si je les laissais prendre de la place, ça voulait dire que j'avais besoin de toi et je pouvais pas avoir besoin. C'est stupide. C'est tellement stupide. T'es ma fille. T'as 22 ans. T'aurais besoin d'un père qui t'appelle juste pour parler. Pas pour transmettre des informations logistiques. Pour parler. Il s'arrête. L'écho de sa voix dans la fissure de roche est étrange. Presque réconfortant. Et Julien, tu m'aurais pas jugé. J'aurais dû te dire où j'allais. J'aurais dû laisser un plan. C'est pas de la faiblesse, ça. C'est du bon sens. C'est ce que je dis à mes clients depuis 20 ans et j'ai jamais appliqué ça à moi-même parce que j'étais convaincu que les règles de sécurité c'était pour les autres. Pour ceux qui pouvaient faillir. Pas pour moi. Il rit. Un rire bref, surpris, qui ressemble presque à un sanglot. Thomas Renard ne peut pas faillir. Thomas Renard est au-dessus de ça. Thomas Renard est. Il ne termine pas la phrase. Thomas Renard est dans un trou dans la roche avec les doigts qui clament et une épaule qui fonctionne plus, et personne sait où il est, et c'est entièrement sa faute. Il laisse cette vérité s'installer. Il ne la combat pas. Pour la première fois de sa vie, il laisse une vérité inconfortable simplement être là, dans la pièce, dans sa tête, sans l'habiller, sans la rationaliser, sans la réinterpréter en quelque chose de plus supportable. Ça fait mal. Moins qu'il n'aurait cru. Le 12 août, la tempête se calme légèrement à l'aube. Une accalmie partielle. Le vent tombe à quelque chose de respirable. Les nuages s'étirent. Thomas évalue son état. Épaule gauche, mobilité réduite à 30%. Pied droit. Douloureux mais porteur. Doigt de la main droite, sensibilité absente sur 3 doigts. Réserve alimentaire, nulle depuis 2 jours. Eau, quelques gorgées. Corps général, hypothermie modérée à sévère, fatigue profonde, début de confusion par intermittence. Il sait ce que ça veut dire. Encore 2 jours dans cet abri et la confusion deviendra permanente. Et après, il y a 2 options. Il reste et il attend des secours qui ne viendront peut-être pas. Parce que personne ne sait qu'il faut chercher. Ou il bouge, avec les risques que ça implique dans son état. Et là, quelque chose de nouveau se produit dans sa tête. Une 3e option. La 3e option, ça n'est pas une option d'action. C'est une option d'état d'esprit. C'est de se dire, je ne suis pas seul si je choisis de ne pas l'être. Il y a des gens qui m'attendent. Camille attend ma réponse à son message depuis des semaines. Julien va finir par s'inquiéter. Et si je bouge maintenant, si je me rends visible, si je fais des signaux, je me donne une chance.
Pas une certitude. Une chance. Il sort de l'abri. L'effort pour se lever est gigantesque. Ses jambes sont raides, ses muscles ont consommé leurs réserves et commencent à manger sur autre chose. Mais il se lève. Il sort son miroir de signalisation qu'il avait mais n'avait jamais utilisé parce que l'utiliser c'est admettre qu'on est perdu, qu'on a besoin d'aide. Il le tient dans sa main droite engourdie. Il fait des signaux vers le ciel. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il prononce des mots qu'il n'a jamais prononcés. À voix haute, dans l'air froid du matin, sur la montagne déserte. J'ai besoin d'aide. 3 mots. Il n'est pas mort de les dire. C'est le 2e jour de signaux. La veille, personne n'avait répondu. Thomas avait continué. Lentement, laborieusement, il s'était déplacé vers une zone plus ouverte, plus visible du ciel. Il avait fabriqué des signaux dans la neige, des lignes sombres avec des rochers, le signe universel de détresse, 3 lignes parallèles. Il avait utilisé son miroir à chaque éclaircie. Il s'était dit, je fais tout ce que je peux faire. Le reste ne dépend pas de moi. Cette pensée, le reste ne dépend pas de moi, était révolutionnaire pour un homme comme lui. Toute sa vie, il avait cru que tout dépendait de lui. Que c'était une force. Il comprenait maintenant que c'était un mensonge. Que la réalité avait toujours été là. Certaines choses ne dépendent pas de soi. Et reconnaître ça n'est pas une abdication. C'est simplement voir les choses comme elles sont. Le 14 août à 11h23, il entend le bruit. D'abord il croit que c'est dans sa tête, il avait eu des hallucinations auditives la veille. Mais ça s'amplifie. Ça vient du ciel. Une pulsation rythmique, mécanique, humaine. L'hélicoptère du PGHM apparaît au-dessus de la crête. Thomas lève son miroir. Il l'oriente vers le soleil. Un flash. 2. 3. L'hélicoptère modifie sa trajectoire. Thomas s'agenouille dans la neige, pas de fatigue, pas vraiment, ou plutôt un mélange de fatigue et d'autres choses qu'il ne reconnaît pas tout de suite. Puis il reconnaît, c'est du soulagement. Un soulagement si total, si physique, qu'il prend ses genoux et l'incline vers la neige froide et blanche et il reste là, à genoux, les mains dans la neige, pendant que l'hélicoptère descend. Le sauveteur qui sort de la cabine, casqué, combinaison orange, s'approche en courant dans la neige. Il crie quelque chose que Thomas n'entend pas bien à cause du bruit des rotors. Il s'agenouille à côté de Thomas et commence son évaluation. Thomas lève les yeux vers lui. « Ça va aller ?» dit le sauveteur. Thomas ouvre la bouche. Il voulait dire quelque chose de fort, quelque chose de dense, quelque chose qui contiendrait tout ce qu'il avait compris ces 8 derniers jours. Il voulait remercier. Il voulait s'excuser. Il voulait dire qu'il avait tort, que toute sa vie il avait eu tort sur le point le plus important. Ce qu'il dit, c'est « oui ». Maintenant, oui. Thomas est transporté à l'hôpital de Chamonix. Hypothermie grade 2 avancée. Contusion sévère à l'épaule gauche avec possible lésion du tendon. Entorse ligamentaire du pied droit. Engelure de 3e degré sur 3 doigts de la main droite, il gardera ses doigts, mais avec des séquelles permanentes sur la sensibilité. Dehydration severe. Malnutrition. Julien arrive 2 heures après son admission. Il pousse la porte de la chambre, il regarde Thomas dans le lit avec les perfusions et les couvertures chauffantes, et il ne dit rien pendant un long moment. Thomas le regarde. « T'aurais dû me dire où t'allais » dit finalement Julien. « Oui, dit Thomas. J'aurais dû. » C'est tout. Julien tire une chaise et s'assoit à côté du lit. Il reste 2 heures. Il parle de rien de particulier. De la saison, de la météo, d'un client que Julien a eu la semaine précédente. Et Thomas se laisse porter par cette conversation ordinaire, cette présence ordinaire, avec une gratitude qu'il ne savait pas nommer avant. Camille arrive le lendemain. Elle franchit la porte de la chambre et Thomas voit son visage, les yeux rouges, la façon dont elle serre son sac à l'épaule, la tension dans sa mâchoire. Et il comprend qu'elle a eu peur de le perdre. Vraiment peur. Pas juste inquiète. Terrorisée. Elle est venue le soir même où le PGHM avait lancé une recherche préventive parce que Julien, finalement, après ne pas avoir eu de nouvelles pendant une semaine, avait appelé la gendarmerie. C'est lui qui l'a sauvée, en définitive.
Lui qui a eu le réflexe que Thomas n'avait jamais laissé personne avoir pour lui. Camille s'assoit sur le bord du lit. Elle prend sa main, la main gauche, les doigts valides. Elle dit « Papa ». Un seul mot. Mais avec l'intégralité de leurs 22 ans dedans. Thomas dit « Je suis désolé ». Pas pour la randonnée. Pas pour la peur qu'il lui a causée. Pour tout le reste. Pour les messages mal répondus. Pour les dîners annulés. Pour les conversations coupées. Pour les 4 paragraphes réduits à 8 mots. Elle comprend, il le voit dans ses yeux. Elle comprend ce que ce désolé contient. Elle dit « Je sais, papa ». Elle reste. La rééducation dure 6 mois. L'épaule, le pied, les doigts. Thomas fait tout ce qu'on lui demande de faire, avec une patience qu'il n'avait jamais eue avant pour ce genre de choses. Les exercices de kiné fastidieux, répétitifs, douloureux par moments, il les fait sans se plaindre. Non pas avec son ancien stoïcisme de façade. Avec quelque chose de différent. Une acceptation réelle de sa propre fragilité. Il reprend contact avec Isabelle. Pas de romantisme là-dedans, juste un appel téléphonique, 1 heure, la première conversation vraie qu'ils ont depuis le divorce. Il lui dit qu'il a compris certaines choses. Elle l'écoute. Elle lui dit que ça fait plaisir à entendre. Pas j'avais raison. Juste, ça fait plaisir. Il rappelle son ami de 20 ans, Marc Delacroix, qu'il n'avait pas appelé depuis plus d'1 an. Marc décroche à la 3e sonnerie et dit « Thomas, tu vas bien ?» Et Thomas dit « Je commence ». Et Marc comprend, d'une certaine façon. Au printemps 2020, juste avant que la pandémie ferme tout, Thomas reprend la montagne. Pas la haute montagne technique, pas encore. Il fait des randonnées modérées, avec un plan de route toujours partagé avec au moins une personne. Avec une balise personnelle dans le sac. Avec de la nourriture en surplus et de l'eau suffisante. Ce n'est pas de la peur qui l'a changé. Ou pas seulement. C'est quelque chose de plus profond. La compréhension que prendre soin de soi n'est pas une faiblesse. Que laisser les autres prendre soin de soi non plus. Que l'indépendance absolue n'est pas une vertu, c'est une prison. Elegante, familiar, comfortable. Mais une prison quand même. Il reprend aussi la formation. Il forme de jeunes guides. Et dans ces formations désormais, il y a un module entier sur quelque chose qu'il n'avait jamais inclus avant. La gestion des biais psychologiques en montagne. L'arrogance de l'expérience. Le refus de faire demi-tour. La honte de demander de l'aide. Il parle de lui. Il parle de l'été 2019. Il dit « J'ai failli mourir parce que j'avais peur d'avoir l'air faible ». C'est ça la vraie leçon. Les jeunes guides l'écoutent, dans ces salles de formation à Chamonix. Certains prennent des notes. D'autres le regardent avec cet air qu'il reconnaît, l'air de ceux qui pensent « ça ne m'arrivera pas à moi ». Il les regarde, ses visages, et il se voit dedans. Lui a 26 ans. Lui a 35. Lui a 45. Il ne dit pas « vous avez tort ». Il dit simplement ce qu'il a à dire, et il leur fait confiance pour que les mots trouvent leur chemin, quand ils en auront besoin. Ces 3 doigts n'ont jamais retrouvé leur sensibilité complète. L'auriculaire droit, le majeur droit, l'annulaire droit, ils fonctionnent, mais ils perçoivent le monde différemment. Comme à travers une fine couche de verre. Thomas dit que c'est un rappel utile. Qu'il les regarde parfois et se souvient. Camille est venue 2 fois à Chamonix depuis l'automne 2019. La première fois pour les fêtes, la première fois qu'ils passaient Noël ensemble depuis son divorce avec Isabelle. La deuxième fois au printemps, avec Mathieu avec 2 T, Thomas l'a appris et mémorisé. Il est étudiant en architecture, qui parle de ville durable avec une passion que Thomas reconnaît, cette façon d'avoir un sujet qui vous tient debout. Thomas a posé des questions. Il a écouté les réponses. C'est peu. Mais ce n'est pas rien. Pour lui, à ce stade de sa vie, c'est presque tout. Il y a une chose que Thomas dit, dans les rares interviews qu'il a accordées depuis les faits. Une chose qui revient systématiquement, formulée de différentes façons mais avec le même fond. Il dit « La montagne m'a appris beaucoup de choses en 20 ans. Mais ce qu'elle m'a appris en août 2019, je n'aurais jamais pu l'apprendre autrement. Elle m'a appris que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais avoir besoin.
c'est de savoir quand on a besoin et de le dire. Il dit « J'ai passé 48 ans à confondre l'invulnérabilité et le courage. Ce sont deux choses opposées. Le courage, c'est d'être vulnérable et de continuer quand même. L'invulnérabilité, c'est juste de se mentir. » Il dit « Je ne recommande à personne de passer par où je suis passé pour apprendre ça. Mais si quelqu'un me demande si ces 8 jours ont changé ma vie, la réponse est oui. Pas à cause du froid ou de la faim. À cause de ce qui s'est passé dans ma tête quand je n'avais plus l'énergie de me protéger de moi-même. Si vous avez écouté jusqu'ici, je veux vous poser une question. Pas sur Thomas Renard. Sur vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous devriez répondre vraiment? Pas 8 mots. Vraiment. Est-ce qu'il y a une aide que vous n'avez pas demandée parce que vous avez peur de ce que ça dirait de vous? Est-ce qu'il y a une fierté que vous portez qui vous coûte plus qu'elle ne vous apporte? Thomas Renard a failli mourir sur une montagne pour apprendre à répondre à ces questions. Vous n'avez pas à attendre aussi longtemps. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. On se retrouve au prochain épisode.